L'expulsion de l'équipe Festina du Tour de France, les larmes de Richard Virenque qui se voit contraint d'abandonner le Tour, une décision spectaculaire après l'aveu d'un dopage organisé au sein de cette équipe. En direct avec nous, Jean-Claude Killy, le président de l'organisation du Tour, il nous expliquera cette expulsion, nous parlerons de ses conséquences et du dopage qui empoisonne les milieux du sport. Témoignage également direct de Gilles Delion, cet ancien coureur qui a quitté le Tour il y a 2 ans et qui dénonce haut et fort les pratiques de dopage. Création d'une cour pénale internationale, 120 pays, malgré l'opposition des États-Unis, ont donné naissance à cette instance qui jugera les crimes contre l'humanité. Et puis une page spéciale consacrée au magnifique festival d'Aix-en-Provence, un nouveau souffle pour cette manifestation d'art lyrique qui fête son 50e anniversaire. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce jour marquée par le séisme qui touche le Tour de France avec l'expulsion ce matin de l'équipe phare, l'équipe vedette de Festina, un événement d'une portée considérable, une affaire qui marquera un tournant dans l'histoire du sport cycliste avec l'avant Festina et l'après. Nous reviendrons tout au long de ce journal sur cette affaire de dopage qui salit le sport. Nous aurons, je vous l'ai dit en direct, Jean-Claude Killy, président de la Société du Tour. Nous écouterons aussi le témoignage de cet ancien coureur qui dénonce les pratiques du dopage. Mais d'abord, les larmes de Richard Virenque, l'enfant chéri du public, le leader de l'équipe Festina. Il n'a pas été autorisé à prendre le départ de la 7e étape. Dans la matinée, il a joué le bras de fer. Finalement, il a renoncé. Olivier Galzi, Florent Gautreau. Panique dans un café. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, le directeur du Tour a rendez-vous avec les coureurs de l'équipe Festina. Une page de l'histoire du cyclisme s'écrit alors dans ce bar. 20 minutes de huis clos. Festina cède. Ils ne prendront pas le départ de la course comme ils l'avaient annoncé. Confusion et déception. Juridiquement, on aurait pu continuer le Tour de France parce que dans cette affaire, il y a eu des coupables et ils sont écroués. Nous, on est seulement des témoins. Donc, pour le sport, pour le vélo, pour le Tour de France, on quitte le Tour. Et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Richard Virenque parlait du feuilleton de l'été. C'était le dernier épisode pour Festina. Un épisode qui laisse au monde cycliste un goût amer. Je peux ajouter que la direction du Tour est venue dire au revoir aux coureurs de Festina parce qu'individuellement, nous n'avons rien contre les coureurs. Simplement, collectivement, le groupe a commis une faute. Il a dû sortir du Tour, c'est tout. Ironie de l'histoire, Festina, le chronométreur officiel du Tour, n'aura pas couru le premier contre la montre. 30 millions d'investissements qui s'envolent en fumée. Ce soir, le sponsor restait toujours muet. Depuis l'arrestation du soigneur de Richard Virenque, puis celle du directeur sportif et du médecin de l'équipe Festina, les événements se sont précipités, riches en rebondissements, avec hier soir les aveux d'un dopage organisé et systématique au sein même de l'équipe. Le film depuis cette nuit avec Claude Sampère et Pascal Doucet-Bon. 20h15 hier soir. Le sourire figé, Bruno Roussel part pour la prison d'Arras où il passera la nuit. Eric Rickert, le médecin de l'équipe, est lui aussi mis en examen et écroué. À ce moment-là, bien peu savent quel coup de théâtre vient de se jouer. L'avocat de Bruno Roussel est de cela. Pas de questions-réponses ce soir. Thibaut de Montbrial se contentera d'un communiqué. Vu son importance, je vais la lire mot à mot. Pardon, excusez-moi. Monsieur Bruno Roussel a expliqué aux enquêteurs, lesquels avaient les éléments, les conditions dans lesquelles une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits dopants était organisée entre la direction, les médecins, le soigneur et les coureurs. L'objectif était d'optimiser les performances sous strict contrôle médical afin d'éviter l'approvisionnement personnel sauvage des coureurs dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte à leur santé, comme ça a pu être le cas par le passé. Sur le Tour hier soir, à Brive, ce communiqué de l'avocat fait l'effet d'une bombe.
À 22h50, Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, improvise une conférence de presse pour annoncer une décision sans précédent. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Décision difficile car nous avons beaucoup pensé aux coureurs, mais décision qui nous paraissait indispensable et que nous espérons salutaire. Retranchés dans leur château-hôtel, les coureurs gardent le silence. Seul le directeur sportif adjoint des Festina réagit vivement. On s'aperçoit qu'on est lynché et que surtout, ils veulent qu'on se suicide pour être tous très propres. Est-ce que vous vous dites on veut faire de nous les boucs émissaires? Ben, ça c'est clair, on va être et on veut qu'on soit les boucs émissaires du peloton. 9h ce matin, Jean-François Pécheux se pose en hélicoptère près du château. Le directeur sportif du Tour vient signifier officiellement leur exclusion au Festina. La tension monte, Richard Virenque a bien du mal à se maîtriser. Tu en veux un taquet dans la gueule? Me mettre un micro dans la gueule. Le champion veut absolument prendre le départ de l'étape, une question d'honneur. Et on imagine aisément l'émotion des supporters de Richard Virenque lorsqu'ils ont appris que le sportif vedette et ses coéquipiers étaient exclus du Tour. Un seul sujet de conversation, la décision était-elle inévitable? Alexandre Carat, Nathalie Gallet. La grande boucle, c'est aussi le tour du public. Des spectateurs nombreux qui peuplent le bord des routes et encouragent les héros. Des spectateurs heureux ou malheureux au gré des péripéties du Tour. C'est une tragédie pour moi. On était venus pour ça, pour les supporter. Et et s'ils excluent le Festina, ils devraient exclure tout le monde. Moi je dis que c'est un peu dégueulasse pour les coureurs, parce qu'en fait c'est à cause du soigneur et voilà. Une seule équipe vous manque et c'est le Tour qui perd de son intérêt. Le Tour sans Festina, c'est un peu comme un été sans soleil. C'est toujours le Tour, mais c'est quand même moins bien. J'étais venu déjà encourager Richard. Et puis comme toute l'équipe Festina marche bien, quoi. Non, à partir d'aujourd'hui, pour moi, je sais même pas si je vais le regarder chez moi. Franchement, je suis très déçu. C'est vrai que le Tour sera plus vraiment le Tour comme les gens l'attendaient. Je crois que c'est tout ce qu'on peut en dire. Il est fini le Tour. Il est fini le Tour. Il n'y a plus de charme, quoi. Les meilleurs, la montagne n'est pas commencée, c'est là qu'il était les meilleurs. Alors, ah ben, depuis ce matin, on entend c'est pas normal, c'est pas beau, c'est pas bien, on va pas suivre, on n'est pas content d'être venu, et puis voilà. Et puis, avouons-le, tout ça ne fait pas bonne impression. On aimerait bien que les grands montrent le bon exemple. Je suis sûr que Richard Virenque et compagnie sont des grands champions, mais ça casse un peu leur image. Dommage pour eux. Dommage, et même si le public reste fidèle aux coureurs, il faudra du temps pour dissiper les nuages de l'affaire Festina. Richard Virenque avait clairement annoncé son intention de gagner le Tour cette année. Il s'y était préparé, avec lui tous ses supporters qui voient aujourd'hui la fin d'un beau rêve. Ils ont difficilement résisté aux sanglots du sportif qui s'est résigné à abandonner. Au premier plan, la mère de Richard Virenque, qu'on rencontrait à Kerkeran dans le Var, Olivier Théron et Jean-Paul Birling. Bérengère Virenque ne peut empêcher ses larmes de couler. Son fils Richard, lui aussi, pleure en annonçant son retrait du Tour de France. C'est une fête qui se transforme en tragédie. Elle y croyait cette année, la maman, comme son fils, à une victoire possible dans la grande boucle. Alors le dopage, la suspicion, le scandale qui tourne autour de Festina, elle préfère ne pas en parler. C'est Richard qui l'intéresse. Peut-être pour cette année c'est fini, on n'a plus rien à dire. Moi personnellement, j'ai rien à dire. Je suis vraiment frustrée de voir ce qui s'est passé et je plains tous les coureurs et je suis très près de mon fils et voilà. Ici, au fan club Virenque, c'était le chouchou, le leader de la meilleure équipe du monde. Cette exclusion, alors que les contrôles antidopage sont négatifs, est perçue comme une injustice flagrante. On attendait tous qu'ils finissent premier, quoi. C'est pas qu'on l'attendait, c'est qu'on le savait. On en était sûr, donc je veux dire, si vous voulez, tous les témoignages qu'on reçoit, les milliers de gens qui nous appellent, qui nous écrivent, ceux-là, ils sont comme nous, ils l'attendaient, mais manifestement ça devait déranger du monde, quoi. Parce qu'on ne fasse pas avaler que c'est pas un coup monté, quoi. Moi, je suis confiant en Richard parce qu'il m'a avoué à plusieurs reprises et de manière familiale que jamais il touchait à ses produits. Et personnellement, je suis confiant. Pour eux, le Tour s'est arrêté aujourd'hui. Ils attendent maintenant le retour de Richard et sa prochaine course en Espagne, peut-être.
Au fil des jours, c'est une atmosphère délétère, presque irrespirable qui entourait la caravane. La nouvelle de l'exclusion de l'équipe Festina a fait l'effet d'un coup de tonnerre peut-être salutaire. Il faut que le Tour continue à vivre. Ambiance aujourd'hui, Nathalie Moisan, Emmanuel Beck. Bjarne Riis, le Danois, vainqueur il y a 2 ans, qui s'amuse à faire courir les journalistes. Laurent Jalabert, l'autre chouchou des Français, qui se dépêche de rejoindre le quart de son équipe. Sur la ligne d'arrivée, les favoris ne semblent pas pressés de répondre aux questions de la presse. Et quand ils acceptent enfin, l'affaire Festina n'est pas leur sujet de prédilection. Moi je souhaite qu'on parle de la course maintenant, qu'on arrête de parler de ces choses-là. Je crois qu'on en a trop parlé. On peut parler de la course, on est sur le Tour de France, ça fait 8 jours que c'est parti, on a pris ça dans la bouche. Je crois qu'il y a autre chose à dire maintenant. Les vélos, ça se résume pas qu'une histoire de dopage. L'affaire Festina, quelle est votre réaction? Rien. Aucune réaction, je crois que c'est pas moi d'en parler. Sur le Tour, rares sont les coureurs qui prennent la défense de l'équipe Festina. Moi, je trouve que c'est pas très normal quand même, parce que les coureurs n'ont pas été contrôlés positifs, donc à partir de là, il n'y a pas à les exclure, quoi. Déjà, il faut fournir les preuves comme quoi ils ont utilisé les produits qui ont été incriminés. Et à partir de là, on peut dire qu'il y a une sanction sportive qui va être appliquée. Si c'est pour sauver l'image du Tour, c'est ridicule. A l'inverse, aucun coureur ne se dit ouvertement satisfait de ce dénouement. Plutôt triste, à l'instar du vainqueur du Giro, Marco Pantani, de voir le Tour ainsi éclaboussé. Tout le peloton est un peu noirci, quoi. Bon, ça va pas résoudre tout ça, quoi. J'espère que la justice va faire son travail. Que la justice fasse son travail pour éviter que les soupçons de dopage ne ternissent l'ensemble des coureurs, comme pour éclaircir l'image d'un sport devenu flou. En marge de l'affaire de dopage au sein de l'équipe Festina, cette révélation d'une autre saisie de produits dopants au sein d'une autre équipe du Tour. Les faits remontent à mars dernier où des mécaniciens de l'équipe TVM auraient été arrêtés transportant des produits interdits. Michel Fine. Officiellement, les membres de l'équipe hollandaise TVM ne voient pas de quoi on parle. En mars dernier, les douaniers de Reims auraient trouvé lors d'un contrôle à bord d'un camion d'assistance qui rejoignait la Hollande une centaine de seringues de PO. C'était quelqu'un de votre équipe? Ah oui? Le 9 mars? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jamais entendu parler. Vraiment jamais. Là, vous m'en apprenez vraiment une belle. Non, je ne savais pas. Le coureur français Laurent Roux affirme ne s'être jamais dopé, mais ses propos sont ambigus. On vous a déjà proposé de l'EPO? Proposé, non. Pas proposé. Non. Jamais proposé. On vous a déjà présenté de l'EPO? J'en ai déjà vu. Je sais la forme que ça a, même sur les livres. Mais j'en ai déjà vu, mais comme je vous dis, c'est un choix. C'est un choix. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça alors? Ben écoutez, moi je ne dirais pas ce que moi j'en pense, puisque c'est un choix personnel, comme il y a beaucoup de choix à faire dans la vie. Et moi je dis simplement, tout dépend de ce qu'on veut être dans le sport. En fin d'après-midi, le manager de l'équipe, lui, a retrouvé la mémoire. Mais il affirme que les produits auraient été placés à l'insu du mécanicien. Il s'agirait donc d'un acte de malveillance. En tout cas, TVM a eu plus de chance que Festina. Le parquet n'a pas ouvert d'enquête sur cette affaire pour l'instant. Et nous rejoignons en direct le président de la Société du Tour, Jean-Claude Killy. Bonsoir. Une sale journée pour le Tour, une sale journée pour Richard Virenque, nous y reviendrons. Mais d'une question, l'avez-vous rencontré depuis ce matin et que lui avez-vous dit? Je lui ai parlé hier soir, hier matin, je lui ai parlé tout à l'heure encore. Je l'ai encouragé à se préparer pour revenir dans le cyclisme très rapidement, après que cette affaire ait été non pas éclaircie, mais mise derrière lui, parce qu'il est un grand champion et qu'il va manquer au Tour de France. Tous les témoignages qu'on vient d'entendre le démontrent. Depuis l'aveu hier soir d'un dopage organisé, la décision semblait inévitable. Vous n'aviez pas d'autre choix, vous avez agi sous la pression des événements. Nous avons agi en toute honnêteté. Nous avons protégé les coureurs depuis le départ d'Irlande, parce que nous pensions et nous pensons toujours aujourd'hui que le coureur est le dernier responsable de la chaîne. Ça n'était plus possible à partir du moment où le directeur propriétaire de l'équipe l'avouait lui-même qu'il était à la tête d'un système qui permettait d'améliorer chimiquement les performances des coureurs. Nous le regrettons profondément. Ça déborde largement.
Pardon ? Oui, justement, nous allons venir sur ces affaires de dopage. Ce que je veux dire, c'est que vous expulsez les couleurs de Festina, la sanction est immense, mais avec le risque de faire porter le chapeau à une seule équipe, de ne désigner qu'un seul coupable, car apparemment le dopage est précisément, et je pense que c'est ce que vous vouliez dire, une pratique courante sur le Tour. C'est un trafic courant, nous ne pouvons pas le dire. Nous-mêmes, nous organisons le Tour de France. Aujourd'hui, vous avez un directeur d'équipe qui avoue que son équipe se dope. Vous n'avez plus à ce moment-là les moyens de laisser courir cette équipe à l'intérieur du Tour de France parce que ça fausse le jeu littéralement. Nous sommes obligés de nous en tenir à ça, nous organisateurs, et à appliquer le règlement, et comme nous l'appliquons d'ailleurs dans les contrôles que nous imposons tous les jours, que ce soit des contrôles sanguins ou des contrôles d'urine. Je dois dire que certains d'entre vous dans les instances de l'organisation marquent leur surprise, peut-être leur étonnement devant l'aveu de ces pratiques. Mais vous, Jean-Claude Killy, qui est un sportif de haut niveau et qui n'êtes pas quelqu'un de naïf, est-ce que vous êtes vraiment étonné? Est-ce que c'est une découverte? Je suis un peu étonné. Je découvre le nom des produits à fur et à mesure qu'ils sortent, quasiment, excepté pour le PO, que je connais très bien puisque mon père en prend tous les jours pour des raisons cardiaques. Je suis attristé parce que le sport pour moi ça n'est pas du tout cela et encore une fois je considère deux choses. Un, que les coureurs sont les plus petits responsables de toute cette énorme filière et ça c'est vraiment très important, et que deux, quand on prétend, certains l'ont fait, que 100% du peloton est dopé, là je trouve que c'est aller un peu loin, sans preuve. C'est vraiment dommage pour le sport du cyclisme. Alors si vous voulez bien, dans un instant, on va écouter la réaction de Gilles Delion, qui est un ancien coureur, qui a abandonné le cyclisme il y a tout juste 2 ans. Mais cette dernière question, est-ce que directement ou indirectement, vous reconnaissez une part de responsabilité dans ces affaires qui ont envahi le milieu? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un monsieur propre que vous auriez pu être plus tôt? Ces affaires viennent de sortir. Celle dont on parle est connue depuis 7 jours. C'est un peu difficile de devenir monsieur propre aujourd'hui ou même il y a une semaine. Vous savez bien même Jean-Marie Leblanc, qui connaît très très bien ce milieu, est un peu estomaqué, un peu surpris et déçu par les révélations qui ont été faites. Alors, si vous voulez bien, on va rejoindre en direct Gilles Delion, qui a quitté donc le cyclisme il y a 2 ans. Vous avez toujours dénoncé les pratiques de dopage. Je voudrais une réaction. Est-ce qu'effectivement, c'est une nouveauté, une découverte? C'est ce que Jean-Claude Killy a l'air de dire. Est-ce que c'est une découverte pour vous, ces pratiques de dopage dans le sport? Écoutez, il est clair que pour nous qui avons été dans le milieu, c'est une chose que nous connaissons très bien, dans la mesure où on en entend parler depuis des années. Ça fait des années qu'on a tiré la sonnette d'alarme et c'est pas du tout une nouveauté, bien sûr. Il a fallu que la justice s'en charge pour le faire découvrir à tous. Mais déjà l'an dernier, nous avions fait un dossier avec le journal L'Équipe et ça avait fait déjà beaucoup de bruit, mais bon, voilà, c'est une péripétie de plus. Personnellement, est-ce que on vous a proposé, encouragé à prendre des produits dopants lorsque vous étiez sur le Tour? Lorsque j'étais coureur cycliste, pas particulièrement sur le Tour, mais lorsque j'étais coureur, cycliste professionnel sur route en tout cas, puisque je suis encore en VTT, mais effectivement on m'a proposé des produits dopants, oui. Que vous inspire aujourd'hui l'attitude de Richard Virenque et de ses coéquipiers quand ils disent se sacrifier pour le Tour, ne rien avoir à se reprocher? Écoutez, moi je retiendrai quand même la déclaration de Bruno Roussel. Et au vu de cette déclaration, je trouve que les déclarations des coureurs sont d'un culot et d'une hypocrisie incroyable. Il est bien clair que tout le monde était dopé dans cette équipe. Bruno Roussel l'a reconnu, le médecin l'a reconnu. Comment voulez-vous nier l'évidence alors que tous les faits sont là pour le prouver? Alors justement, revenons à ces pratiques. Vous avez reçu, vous, des confidences des coureurs. Dans quelle proportion les équipes sur le Tour sont touchées, par exemple? Il est impossible de fixer une proportion, surtout que moi je suis plus dans le milieu cycliste professionnel sur route depuis 2 ans, donc je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais plus. Mais il est clair que c'est une pratique assez largement répandue, qui ne touche pas tout le monde, mais qui est trop répandue et justement qui se fait à l'encontre de tous ceux qui ne veulent pas toucher à ces produits-là. Dans quelle proportion? Il est impossible de fixer une proportion, mais la proportion est très importante, bien sûr. Vous parlez de course au glaçon dans tous les hôtels, c'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer cela? Oui, disons qu'en tout cas pour conserver le PO, il faut conserver le PO dans le froid pour qu'elle ne dégénère pas. Donc c'est vrai qu'il y a une course aux glaçons dans les hôtels, il faut renouveler le stock de glaçons dans les glacières pour tenir le PO au froid. Mais pour revenir à ma déclaration, à ce que je disais juste avant, il est clair que le dopage ne s'arrête pas au vélo. Le cyclisme n'a pas le monopole du dopage, pas plus que Festina n'a le monopole du dopage dans le vélo.
Donc bon, ça touche tous les sports, ça touche le tennis, ça touche le foot, ça touche l'athlétisme, et bon, on continue à avoir des termes élogieux pour les autres sports, et on met à mal le vélo, c'est aussi dommage, alors qu'on réserve le même traitement à tous. Alors justement, peut-être on va faire réagir Jean-Claude Killy à la fois à votre témoignage et aussi peut-être, Jean-Claude Killy, comment allez-vous réinstaller un peu d'éthique dans le sport et le sport cyclisme? Un député parle d'une enquête parlementaire, vous êtes pour? Jacques Chirac, on l'écoutera tout à l'heure, a fait des déclarations sur cette malhonnêteté qu'est le dopage. Écoutez, moi je crois qu'il faut mettre toutes les parties dans la même pièce à la fin de la saison, sous l'égide de l'UCI, et mettre absolument tout sur la table, sortir de là comme après qu'une charte nouvelle ait été établie, signée par tous, avec un règlement tout à fait draconien et des déclarations sur l'honneur, un règlement draconien qui exclut immédiatement et définitivement celui qui franchit le Rubicon. Je ne vois pas d'autre. Vous avez au CIO, par exemple, le tribunal arbitral du sport. Vous avez l'affaire Ben Johnson en Corée. Je suis tout à fait d'accord avec Gilles de Lyon. Le dopage ne concerne pas seulement le cyclisme. C'est un problème qui concerne tout le sport aujourd'hui. Il faut absolument que nous réagissions de la manière la plus ferme avant que cela ne tourne mal. Merci Jean-Claude Killy d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Gilles de Lyon. L'exclusion de l'équipe Festina porte un coup à l'image de ce groupe spécialisé dans la distribution de montres et chronométreurs officiels du Tour de France. Les derniers événements pourraient l'inciter à remettre en cause sa politique de sponsoring. Laurent-Frédéric Bollet. Que ce soit au départ d'une étape comme aujourd'hui avec un podium largement décoré à ses couleurs, ou que ce soit sitôt l'arrivée franchie, avec en bas à gauche de l'écran une mention qui apparaît, et ce bien sûr dans les 169 pays qui retransmettent le Tour à travers le monde. Oui, pas de doute, Festina, dans le cyclisme, c'est un géant, une équipe, mais pas seulement. On l'a compris, Festina est donc aussi le chronométreur officiel du Tour de France, et ce jusqu'en 2003, à raison de 5 millions de francs par an. Le budget de l'équipe, lui, est de 35 millions de francs annuels, une somme entièrement gérée jusque-là par Bruno Roussel et sa société ProSport basée en Andorre. En son sein donc, Virenque, Zoule, Dufaux, tous des grands noms du cyclisme, attirés et recrutés par Roussel qui pensait avoir le sourire et croire à sa réussite vu les investissements mis en œuvre. Festina, une marque de montres créée en 1902, rachetée par un Espagnol, Miguel Rodriguez, en 1984. Depuis, le groupe Festina est basé à Barcelone, emploie près de 130 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions de francs l'année dernière, rien qu'en France. Outre une équipe de cyclisme, Festina parraine aussi une équipe de basket catalane, mais c'est le poids du vélo qui est évidemment le plus important. Avec Richard Virenque, Festina avait trouvé une star, auscultée, disséquée, suivie dans ses moindres faits et gestes. Aujourd'hui, malgré son poids économique, malgré la notoriété de Festina, c'est tout un pan du cyclisme qui est passé de la lumière la plus vive à l'ombre la plus sombre. Et puis en Corrèze, à Saran, Jacques Chirac qui assistait à la 7e étape du Tour dans le canton où son épouse Bernadette est adjointe au maire. Jacques Chirac a vivement condamné l'utilisation du dopage et de ses filières. Nous l'écoutons. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça avec la santé de jeunes sportifs qui se laissent ou qui peuvent se laisser entraîner. Et il est tout à fait capital d'avoir une véritable éradication des filières. Il faut retrouver les filières par lesquelles ce phénomène se développe, se répand, et sanctionner, je dirais, sans pitié, ceux qui alimentent ces filières. Alors, nous avons eu encore là un exemple un peu dramatique, mais ça doit nous encourager à éradiquer ce mal. Le Tour de France avec la 7e étape aujourd'hui, un contre-la-montre de 58 km sous le soleil en Corrèze. C'est l'Allemand Jan Ullrich qui a endossé le maillot jaune de leader après sa victoire de l'étape. Laurent Jalabert s'est classé 4e dans ce contre-la-montre. Laurent-Frédéric Bollet. Jan Ullrich vous salue bien. L'Allemand est de retour sur ses terres, celles où seuls les très grands ont le droit de s'exprimer. 58 km contre la montre entre Mérignac-l'Église et Corrèze. A priori, le terrain idéal pour le tenant du titre. Lancé à sa poursuite, le champion de France Laurent Jalabert, un ex-champion du monde du contre-la-montre justement. Le duel est donc annoncé, mais très vite l'Allemand fait parler la poudre. Il rejoint d'emblée le concurrent parti 2 minutes avant lui. Comme l'année dernière, dans ce genre d'exercice, le ton est donné. Dans le même temps, l'Australien Stuart O'Grady s'élance. En dernier, il sait que son maillot jaune ne sera plus sur ses épaules 1 heure plus tard.
Pour contrer Ulrich, Laurent Jalabert donne tout ce qu'il possède. Sous la chaleur corrézienne, le Français est certes dominé, mais il limite les dégâts, ne concédant finalement qu'1 minute 24 secondes à Jan Ulrich. Ce dernier fait donc coup double, il gagne l'étape et devient le nouveau maillot jaune du Tour, et ce, dès le 7e soir. Ulrich qui devance, c'est étonnant, 2 Américains, Hamilton et Julich, alors que l'Espagnol Olano s'est effondré, terminant à 2 minutes 12 d'Ulrich. Voilà donc l'Allemand déjà installé comme son propre successeur. On verra dans les jours qui viennent si ça n'est pas trop tôt pour lui. Il a pu en tout cas offrir sa tunique à Jacques Chirac, présent sur le Tour. Pour le président de la République, après le bleu, voici donc le jaune, la collection de maillots s'agrandit. L'affaire du sang contaminé avec les résonances après la décision de la Cour de justice de renvoyer les 3 anciens ministres pour homicide involontaire. Une décision qui ne contente personne, pas plus dans les milieux politiques que dans les familles de victimes. Dominique Verdaillan, Virginie Fichet. Au nom de Laurent et Stéphane, leurs 2 fils décédés après une contamination par transfusion, Patrice et Agnès Gaudin continuent leur combat. Jusqu'à présent, la justice n'a pas reconnu officiellement leur statut de victime dans l'affaire du sang contaminé. Depuis 6 ans, ils militent pour le jugement des anciens ministres. Ils attendaient un renvoi pour empoisonnement, un crime. La décision d'hier est pour eux une demi-victoire. Je dirais que c'est un semblant de justice. C'est un semblant et on ne pourra absolument pas s'en contenter. Pour nous, vous savez, c'est horrible. Pour nous, on reçoit ça comme un coup de poignard. Quand on nous dit que c'est un homicide involontaire. Je voudrais comprendre, et pour comprendre, je veux être présente. Je veux être présente pour savoir ce que je peux reprocher au ministre. Après, la justice jugera. La classe politique elle-même se déclare choquée par le renvoi des 3 anciens ministres. François Bayrou, pour Force démocrate, parle d'une décision très dure et regrette une justice de bouc émissaire. François Hollande exprime, lui, sa surprise. Sans sous-estimer tout ce qui s'est produit, sans méconnaître toutes les tragédies, je crois qu'on ne peut pas confondre la responsabilité pénale avec la responsabilité politique. C'est dans cette salle du Palais de justice de Paris que se tiendra en 1999 ou en l'an 2000 le procès des 3 anciens ministres. Ils seront jugés par 3 magistrats, mais aussi par 6 députés et 6 sénateurs. Un peu plus d'1 mois après la disparition d'Éric Tabarly, le corps d'un homme repêché hier au large des côtes d'Irlande pourrait bien être celui du navigateur. Pour l'instant, bien sûr, il faut rester prudent. Il n'a pas été formellement identifié, mais les vêtements sont semblables à ceux qu'il portait le soir du drame. Thierry Curté. Lorsqu'Éric Tabarly est tombé de Penduick, il n'avait ni gilet de sauvetage ni ligne de vie. La mer était grosse, il faisait nuit. C'était il y a 1 mois. À 40 000 au large de Milford-Haven. Le corps repêché hier n'était qu'à une quinzaine de milles du point de chute. Le patron de l'Anvidic, le chalutier qui a remonté la macabre découverte, s'est fait décrire par son second l'habillement du corps sans vie. Écoutez-le. Donc il portait un séricothème, un série jaune, des bottes bleu marine de plus, il portait donc un pantalon de coton rouge et que portait toujours Éric Tabarly. Il avait un pull marin bleu marine avec une inscription sur la poitrine du côté gauche, Éric Tabarly. L'Anvidig s'est aussitôt dérouté pour déposer le corps dans le port le plus proche. La police l'a aussitôt prise en charge et conduite à l'hôpital de Waterford, sud de l'Irlande. Une autopsie sera pratiquée lundi. Les autorités irlandaises ont précisé qu'elles ne recherchaient aucun autre corps en ce moment. Et puis nous venons d'apprendre à l'instant que l'épouse d'Éric Tabarly, Jacqueline Tabarly, s'est rendue à Waterford précisément pour identifier le corps repêché au large de l'Irlande. Après des semaines de négociations et malgré l'opposition des États-Unis, création d'une Cour internationale de justice, une instance permanente qui jugera les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, Lionel Jospin parle aujourd'hui d'un progrès majeur de la conscience universelle. Éric Meunier. L'instant est historique, l'émotion palpable. Les représentants de 160 pays viennent de donner au monde un tribunal international permanent. Il jugera des crimes les plus graves qui soient génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou d'agression. Une innovation obtenue non sans mal après 5 semaines de débats à Rome et la mauvaise volonté manifeste de quelques pays, les États-Unis en tête. La première puissance mondiale aurait souhaité pouvoir contrôler plus étroitement cette Cour de justice. Elle a voté contre, tout comme des pays qui lui sont habituellement hostiles, la Libye par exemple. Mais 120 pays ont eux voté pour. L'ONU disposait déjà de tribunaux traitant des massacres commis dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Elle disposera désormais à La Haye d'une institution permanente, habilitée à engager des procédures de son propre chef, à la demande d'un État ou du Conseil de sécurité. Une centaine d'Albanais du Kosovo blessés lors de combats se sont réfugiés aujourd'hui en Albanie. Les images que nous voyons ont été tournées du côté serbe. De nombreuses victimes, au moins 30 morts du côté albanais après de violents combats entre séparatistes du Kosovo et l'armée yougoslave. Joyeux anniversaire, Monsieur Mandela. L'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui les 80 ans de cet homme qui fut enfermé 27 ans dans les prisons du régime de l'apartheid. Nelson Mandela, le jour même de son anniversaire, a épousé sa compagne, la veuve du président du Mozambique. L'archevêque Desmond Tutu était dans l'assistance. En Papouasie, près d'1 millier de personnes auraient été tuées par le raz-de-marée provoqué par un tremblement de terre qui a touché le pays hier. Une vague de 10 mètres de haut a ravagé 7 villages de la côte nord-ouest, 30 minutes après que le séisme de magnitude 7 ait touché la région. Je vous propose maintenant une page spéciale dans ce journal consacrée au Festival d'Aix-en-Provence pour son 50e anniversaire. Et pour redonner un coup de fouet à cette manifestation d'art lyrique, Stéphane Lissner, aux côtés de Bruno Albin, nous expliquera tout à l'heure en quoi Aix-en-Provence et ses habitants sont à nouveau impliqués dans ce rendez-vous prestigieux. Mais d'abord, nous retrouvons Bruno Albin tout près du théâtre de l'Archevêché. Oui, bonjour Béatrice et bienvenue dans ce lieu de charme et de magie musicale, investi il y a 50 ans par des amoureux fous de la musique de Mozart. Et en quelques années, après avoir réalisé quelques magnifiques productions, Aix-en-Provence est devenu un peu l'égal de Salzbourg, la ville natale de Mozart, l'un de ces temples où l'on célèbre la musique. Alors comme tous les temples, eh bien, il avait pris un petit coup de vieux et aujourd'hui il reprend un petit coup de jeune avec notamment la présence à Aix-en-Provence d'une centaine de jeunes musiciens de l'Académie européenne de musique et d'autres musiciens extrêmement jeunes qui font partie des orchestres qui se produisent avec les chanteurs. Vous allez constater cette ambiance absolument charmante ici à Aix-en-Provence avec ce reportage de Georges Bégou et Michel Levasseur. Que voit-on à travers les persiennes? Les rues d'Aix-en-Provence peuplées de musiciens, des violoncellistes aux allures de scarabées qui regagnent leur lieu de répétition. Renaud Capuçon, 22 ans, a déjà entamé une brillante carrière de soliste, mais il est entré avec joie dans la ruche de l'Académie européenne de musique. C'est une fontaine très agréable. On passe devant assez souvent parce qu'on va répéter dans ce collège minier, là où en fait toutes les répétitions ont lieu pour ce festival. On est tellement de musiciens, on est à peu près 250 ici, et on se retrouve tous sur les chemins. Et c'est vraiment un lieu, le lieu clé du festival. Très cool quoi, ça se passe très bien. Chacun donne ses avis, on est là pour en partager la musique. C'est Claudio Abbado qui a choisi Renaud Capuçon comme maître de concert pour l'orchestre de chambre du Mahler Orchestra. L'Académie d'Aix permet aux jeunes de bénéficier des conseils des aînés illustres comme Pierre Boulez, et ce n'est pas le moindre des avantages dans cette aventure. Renaud, violon solo, donne le la. Mais une heure plus tard, on participe à un concert non négligeable quand on a entre 15 et 25 ans. Quand on rentre le soir, après 9 heures de répétition, il y a une espèce de frénésie qui se met en place. On a toujours envie de lire un sextuor de Brahms, un quatuor de Beethoven. Ou une partita de Bach dans un jardin romantique. Et à présent, nous vous retrouvons, Bruno Albin, mais cette fois-ci dans un autre lieu hautement représentatif, la place de l'Archevêché. Oui, où l'on va se bousculer tout à l'heure, et je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pratiquement plus de place pour assister ce soir à la représentation de l'Orfeo de Monteverdi, l'Orfeo qui est en fait le premier opéra de l'histoire de la musique. Alors nous le découvrirons ce soir dans une mise en scène très étonnante de la chorégraphe américaine Trisha Brown. Elle a fait travailler les chanteurs et les choristes qui dansent sur scène, sans parler d'un face-à-face presque irréel entre Orphée et une Eurydice emmenée dans l'au-delà.
Cela étant, le Festival d'Aix, cette année, c'est aussi le début des retrouvailles entre les Aixois et le festival. Jusqu'à présent, ils se sentaient un peu exclus. Désormais, ils ont la possibilité d'assister, outre les représentations, aux répétitions qui se tiennent dans les différents lieux de concert et où Georges Bégou a constaté que ces spectacles faisaient salle comble. Le croirez-vous, on refuse du monde pour assister en compagnie de Régine Crespin, non pas à un spectacle, mais à une leçon de chant. Les Aixois ont cette année un passeport, payé 100 francs, et ils en profitent. Ce passeport vous permet quoi? Il permet d'assister à des concerts, à des répétitions de concerts, à des masterclass. Je trouve que pour les Aixois, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est vrai qu'on se trouvait coupé du festival. Hein. 900 francs la place au château là-haut, ça fait trop. Alors là, c'est ici, c'est le festival du pauvre. Voilà. N'exagérons pas, Aix n'est pas tout à fait Marseille, il y a des places plus abordables. Quand on entend Régine Crespin qui donne les nuances, c'est fabuleux de voir un professeur devant nous et le résultat est tout à fait tangible. Je ris, je chante, je ris, je chante et je me saoule la gueule tous les jours. Il me redonne une espèce d'enthousiasme. Par exemple, moi, bon, je ne chante plus, et puis j'ai plus trop envie d'aller voir de l'opéra. Mais eux, ils me motivent, si vous voulez. Ça m'intéresse de leur apprendre des choses, de leur faire remarquer des choses, de leur donner le goût du métier et du travail bien fait, de leur dire de ne pas se monter la tête après un succès. Pourtant, le succès est au rendez-vous et ces jeunes chanteurs connaîtront sans doute un jour la cour de l'archevêché où le festival joue la carte de la jeunesse. Alors l'homme du renouveau du Festival d'Aix est avec nous, Stéphane Lissner, bonsoir. Bonsoir. Stéphane Lissner, comment est-ce qu'on peut retoucher l'intouchable, c'est-à-dire une institution comme Aix-en-Provence ? Non, l'idée c'est de s'appuyer aussi sur les fondations de ce festival. C'est donc de s'appuyer essentiellement sur la naissance de ce festival juste après la Seconde Guerre et sur l'idée d'un homme, Gabriel Dusurget, qui a su en quelques années faire de ce lieu un grand festival international. Donc j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur le projet qu'il avait mis en place et je m'en suis largement inspiré en ce qui concerne la découverte des jeunes, en ce qui concerne l'intégration du festival dans la ville. Donc on a travaillé beaucoup sur ce thème. Mais l'ouverture du festival hors de ses propres murs, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Oui, pour moi c'était très important que le festival ne soit pas réservé d'abord à une élite. C'était très important que les Aixois se sentent concernés par le festival. Et le fait d'avoir créé cette Académie européenne de musique, d'avoir ouvert à 70 concerts environ, 70 répétitions publiques, récitals, masterclass, c'était l'idée que le tout public pouvait venir. Et grâce à un passeport de 100 francs, on savait qu'on allait pouvoir très facilement permettre au plus grand nombre de venir dans toutes ces salles. Et les sujets qu'on vient de voir le montrent, ils ont répondu présent. Je pense qu'on aura à peu près 20 à 25 000 personnes qui seront rentrées dans tous ces lieux. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant et que nous regardions un extrait de Curlew River, l'opéra d'un classique du XXe siècle, puisqu'il s'agit de Benjamin Britten. Nous allons voir les images. Il s'agit d'un opéra contemporain, donc, qui est absolument magnifique. Je crois que c'est le rôle du service public. Le rôle du service public, c'est bien évidemment d'explorer toutes les musiques et surtout de ne pas nier la musique du XXe siècle. Donc ce soir, nous allons donner une représentation d'Orfeo et nous avons exactement à la même heure, dans un autre lieu, Curlew River de Britten, qui est une œuvre qui est peu donnée et qui justement, elle, est donnée par l'ensemble de la troupe européenne, donc de cette académie. Alors, les gens qui viennent à Aix-en-Provence voient ces spectacles. Ils sont nombreux, certes, mais
on peut se dire, un tel investissement pour si peu de monde, est-ce qu'il y aura la possibilité de les revoir ensuite, ces spectacles? Bah écoutez, je crois qu'on peut donner quelques chiffres, si vous voulez. Nous allons jouer environ 45 représentations d'opéra ici. Nous allons atteindre à peu près donc environ 30 000 spectateurs. Mais ensuite, tous ces spectacles, la plupart de ces spectacles vont partir en tournée à travers l'Europe et à travers la France. Et nous aurons à peu près, je pense, le festival aura à peu près 160 à 180 000 spectateurs sur toute l'année, car après le festival, ça continue. Voilà, alors pour nous quitter, je vous propose de regarder et d'écouter encore, Béatrice, avec vous aussi, l'image absolument extraordinaire de cette jeune chanteuse qui chante La mort de Didon et Aîné. C'est l'un des très beaux spectacles de cette version 98 du Festival d'Aix-en-Provence. Avant de refermer ce journal, les collections de la haute couture avec Donatella Versace qui a pris la succession de son frère Gianni, disparu il y a tout juste un an. Nicole Cornu-Langlois et Bernard Connor ont assisté aux répétitions. Elle était l'une des meilleures amies de Gianni. Naomi Campbell est présente pour la première collection couture de Donatella. Pour rassurer peut-être cette petite sœur qui fut pendant 20 ans la collaboratrice et l'inspiratrice de Gianni et qui assure la relève. D'abord avec le prêt-à-porter Versus et aujourd'hui avec l'atelier Versace. Cette collection couture est celle qui me tient le plus à cœur parce que c'est à Paris que Gianni présenta l'année dernière, en juillet, sa dernière collection. Mais aussi parce que pour moi, c'est la création la plus libre que j'ai faite. C'est exactement ce que j'ai envie de voir porté par les femmes. Une collection pleine d'inventions grâce à 40 stylistes internationaux qui ont apporté leur modernité. Il faut être en accord avec le monde contemporain, être au courant de ce qui se fait dans le cinéma, la musique, les arts et suivre l'évolution de la technologie dans notre travail. Des mélanges audacieux et des découpes provocatrices. Émotion et angoisse des répétitions sous le regard de Santo, le frère aîné. Et heureusement, après le final, enthousiasme de tous les collaborateurs et des amis proches, comme Mélanie Griffiths et sa petite fille. Et ce soir, grand succès du défilé officiel devant les professionnels. Paris gagné pour Donatella. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, l'exclusion de l'équipe Festina du Tour de France. Les larmes de Richard Virenque qui se voit contraint d'abandonner le Tour. Une décision spectaculaire après l'aveu d'un dopage organisé au sein de cette équipe. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, belle journée pour dimanche, température à la hausse. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.